Bonjour et merci de nous écouter sur ce podcast Prisme, Justification, Pouvoir et Histoire, portrait de conflits armés. Pendant les prochaines minutes, je vais analyser 3 guerres différentes mais similaires sur de nombreux points. Le conflit israélo-palestinien, celui du Sahara occidental et la guerre qui oppose actuellement l'Ukraine et la Russie. Dans quel contexte ont commencé ces conflits? À qui profitent-ils? Quel est le rôle de l'Europe? Et quelles sont les justifications et les stratégies mises en place par les différents acteurs? Je tiens particulièrement à remercier François Dubuisson et Colline Mastracci, professeurs et chercheuses à l'ULB, pour leur expertise nécessaire à la création de ce podcast. Sans plus tarder, commençons par le contexte du conflit israélo-palestinien. Le conflit entre l'Israël et la Palestine commence au début du XXe siècle. Un mouvement sioniste va alors se créer. Il va considérer que l'identité juive renvoie à une identité nationale, et donc à la création d'un État juif. Alors en pleine Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne va concrétiser cet objectif et pour ce faire va conquérir la Palestine. C'est la déclaration de Balfour qui actera la mise en place du sionisme par la Grande-Bretagne en Palestine. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne va osciller entre deux pôles en confrontation. D'un côté, les immigrés juifs voulant établir leur foyer national juif, et de l'autre, la population arabe, palestinienne, locale. Le 15 mai 1948, après 20 ans de gestion, la Grande-Bretagne décide de se laver les mains et de se retirer de son mandat. Elle va alors laisser le dossier aux Nations Unies. Les Nations Unies, elles, vont décider de partager en 2 États la Palestine. D'un côté, les sionistes, qui accepteront cette séparation, de l'autre, les Palestiniens, alors en majorité sur ce territoire, trouvant qu'elle est inéquitable. Lorsque l'État d'Israël est officiellement déclaré, une guerre civile suivie d'une guerre internationale éclate. Pendant les combats, les forces israéliennes vont conquérir 78% du territoire. Le plan de partage leur en donnait 54. Environ 700 000 Palestiniens devront alors fuir leur foyer. Ceci représente la première grande phase du conflit. Pendant une vingtaine d'années, la situation est figée jusqu'en 1967. En 1967, la guerre des 6 jours éclate et les forces israéliennes font conquérir les 22% du territoire palestinien restant. L'occupation de tout ce territoire perdure encore aujourd'hui et représente la deuxième phase du conflit. À l'heure actuelle, le peuple palestinien, qui détient une identité propre, réclame le droit à l'autodétermination. Ils vont alors revendiquer la création d'un État sur les 22% du territoire restant avant la guerre des 6 jours. Dernièrement, l'installation de ce qu'on appelle l'autorité palestinienne a pour objectif d'entamer un processus de paix. Dans la réalité, ce processus ne fonctionne pas et la situation est toujours problématique. Mais alors, concrètement, comment est justifiée cette guerre par les sionistes? Quels sont leurs arguments et sur quoi se basent-ils? Concrètement, leurs arguments sont très largement fondés sur des aspects historiques, sur l'idée qu'à un certain moment, un État juif, ou du moins une organisation politique juive, a existé sur cette terre. Ce territoire étant le berceau de la population juive, ils considèrent qu'ils ont droit à toute la Palestine, car c'est simplement leur territoire, leurs terres, sur lesquelles ils ne font que revenir. Par exemple, ils vont régulièrement mener des travaux archéologiques, et lorsqu'un vestige juif est retrouvé, c'est une preuve de plus pour eux que ce territoire leur appartient. Cependant, ils ne se basent pas que sur des considérations idéologiques, mais également sur une interprétation personnelle de la résolution 242. La résolution 242, votée suite à la guerre des 6 jours, prévoit la reconnaissance mutuelle de frontières sûres et reconnues et le retrait des territoires occupés. Ils vont alors utiliser cette résolution comme l'occasion par exemple d'occuper une partie de la vallée du Jourdain qui jouxte la Jordanie avec comme justification qu'il est nécessaire d'établir une zone de sécurité dans cette région afin de garantir une frontière sûre en cas d'attaque. Ce genre d'interprétation n'est évidemment pas reconnu par le droit international et soulève de nombreuses discussions. Face à toutes ces révélations et à l'ampleur du conflit armé, on peut se demander à juste titre comment cette guerre a pu en arriver là. Quelles ont été les conditions de sa création? En réalité, c'est une conjonction assez inédite qui a permis en 1948 l'avènement de cette guerre israélo-palestinienne. Pendant un bref instant, les États-Unis, l'Europe et l'Union soviétique ont vu un intérêt convergent dans la mise en place d'un État juif. D'un côté, l'URSS voyait d'un bon œil le sionisme, qui était d'inspiration socialiste, avec notamment les kibboutz et le collectivisme. De l'autre, l'Europe y voyait, elle, une occasion de solutionner le problème des réfugiés juifs suite à la Seconde Guerre mondiale. Pour finir, les États-Unis voyaient également cet État d'un bon œil. À l'heure actuelle, leur soutien est toujours indéfectible et très important envers Israël. Comme nous l'avons vu avec cette guerre, le départ de colons peut laisser la porte ouverte à des conflits d'envergure pour les populations locales et mener à des situations dramatiques. C'est également ce qui s'est passé au Sahara occidental dans les années 70. Commençons par l'histoire de ce conflit.
Le Sahara occidental, situé entre le Maroc et la Mauritanie, a été pendant un certain temps le Sahara espagnol. L'Espagne a reçu de la part de la Société des Nations un mandat de puissance administrante. Le but final était de rétablir l'indépendance de cette région. À la fin de la dictature espagnole, le pays va se désengager de ses colonies, et notamment du Sahara occidental. En 1975, des accords sont passés avec le Maroc et la Mauritanie pour qu'ils puissent reprendre possession du territoire. S'ensuit alors un conflit entre la population sahraoui, qui revendique une identité distincte, de la Mauritanie et du Maroc. Une fois ce conflit éclaté, le Maroc va prendre possession d'une majeure partie du territoire. Cette prise de force va amener la Mauritanie à se désengager et à admettre les revendications sahraouies. En parallèle, l'Assemblée générale des Nations unies va considérer qu'il y a bien un peuple spécifique sahraoui qui détient une identité propre et qui a donc droit à l'autodétermination. Ils vont poser la question à la Cour internationale de justice dans le cadre d'une demande d'avis consultatif. Cette demande concerne l'existence ou pas de raisons légitimes à cette volonté de contrôle du territoire par le Maroc. La Cour va décider que malgré l'existence de liens, ceux-ci ne justifient pas et n'impliquent pas la souveraineté territoriale du Maroc sur le Sahara occidental. Suite à cette réponse négative, en novembre 1975, la Marche verte va être lancée par le Maroc. Cette marche est un soi-disant mouvement populaire, patriotique et pacifique sur les terres du Sahara occidental. En réalité, c'est orchestré par l'État marocain et ça n'a rien de pacifiste. Le Conseil des Nations Unies condamnera ce mouvement militarisé. Cette action va générer l'exil d'une bonne partie de la population sahraoui qui ira se réfugier majoritairement en Algérie. Suite à ces événements majeurs du début, s'ensuivra un conflit armé de basse intensité, vacillant entre période froide et période chaude entre le Front Polisario et le Maroc. Le Front Polisario est une organisation qui représente et défend le peuple sahraoui. Au début des années 90, les Nations Unies vont lancer un processus de négociation et installer une force de maintien de la paix, la MINURSO. L'objectif va être de réaliser un référendum d'autodétermination afin que la population concernée puisse donner son avis. Tout le problème va alors résider dans cette notion de population concernée. Comment savoir quelles sont les personnes éligibles au vote alors que le Maroc entame depuis quelques années un processus de colonisation visant à modifier la démographie au sein du Sahara occidental. Non sans difficulté, la MINURSO, Force des Nations Unies, finit par établir une liste électorale. Depuis le début des années 2000, le Maroc bloque le processus prévu par les Nations Unies, estimant que la liste électorale n'est pas bonne. Depuis plus de 20 ans maintenant, la situation stagne à ce niveau. En 2007, le Maroc propose alors le plan d'autonomie marocain. Ce plan part du principe que le territoire sahraoui fait partie du territoire marocain, mais il leur propose une autonomie, une sorte de création d'État fédéral. Pour résumer, le Sahara occidental doit reconnaître la souveraineté marocaine, tout en ayant une certaine forme d'autonomie au sein même de cette souveraineté. Le référendum proposé de base par les Nations Unies est alors réfuté par le Maroc, qui ne l'acceptera plus que sous ces conditions, c'est-à-dire uniquement concernant l'acceptation ou pas du plan d'autonomie. Le Front Polisario veut, lui, que le référendum aborde toutes les solutions proposées, dont l'indépendance totale. Ce conflit est complexe et de nombreuses justifications sont utilisées. À l'heure actuelle, de nombreux pays, dont la Belgique, ont apporté leur soutien, au moins de manière implicite, au Maroc et à son plan d'autonomie. Ces soutiens et ces changements de position cachent évidemment des intérêts, mais quels sont-ils ? Premièrement, les États-Unis. Donald Trump a été jusqu'à reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, mais tout cela dans le cadre des accords d'Abraham. Ces accords prévoyaient la normalisation des relations entre certains États arabes et Israël. Cette reconnaissance par le président des États-Unis était en quelque sorte la monnaie d'échange. Ensuite, pour l'Union européenne, il y a deux volets sur lesquels le Maroc détient un avantage de taille. Premièrement, les ressources naturelles et la pêche. L'Union européenne va appliquer les accords économiques conclus avec le Maroc au Sahara occidental. Ces accords vont notamment permettre aux pêcheurs espagnols, à qui le Maroc donne des licences, d'aller pêcher dans les eaux territoriales sahraouies. Deuxièmement, le Maroc détient une arme de négociation majeure qu'il sort régulièrement. Le contrôle de l'immigration et la lutte contre le terrorisme. Chaque fois qu'une décision ne correspond pas à leurs attentes, il sort ses cartes pour faire pression sur l'Union européenne et ça fonctionne. Dans les deux conflits que nous venons d'aborder, nous avons d'un côté des États puissants avec des intérêts stratégiques importants et un poids également important sur la scène internationale. De l'autre, des acteurs plus faibles politiquement et internationalement qui défendent leurs identités propres. Ces deux situations s'enlisent depuis des années et il est difficile de prévoir leur avenir. Nous venons donc de voir deux conflits basés sur deux peuples revendiquant leur droit à l'autodétermination face à des puissances utilisant leurs atouts pour les empêcher. Nous allons maintenant aborder une guerre différente, plus récente, qui se passe à 2000 km de chez nous.
En février dernier, nous avons tous été marqués par le déclenchement de l'opération dite spéciale de Vladimir Poutine en Ukraine. En réalité, ces offensives ont commencé il y a 8 ans, en 2014. Recontextualisons. En novembre 2013, le président ukrainien refuse au dernier moment de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Cet accord prévu de longue date était un accord majoritairement économique. Il représentait la création d'un lien formel entre l'Union européenne et l'Ukraine. Face à ce refus, la population réagit et considère qu'il s'agit d'une confiscation de pouvoir. Pour contester, ils vont se rendre sur la place de l'indépendance à Kiev et ils vont se faire réprimer violemment. Le mouvement va alors prendre une dimension massive dans tout le pays. Les revendications vont par la suite évoluer vers le désir de démocratie, de remplacement des élites et de désir de plus de liberté. Le président ukrainien finira par fuir en Russie et être destitué par le Parlement après avoir fait couler beaucoup de sang au sein des manifestants. Au cœur même de l'Ukraine s'ensuit alors des manifestations en opposition au mouvement de Maïdan. Les régions de l'Est et du Sud du pays, pour qui l'époque soviétique est liée à un développement industriel important, ne comprennent pas vraiment cette volonté de couper les liens avec leur passé. A contrario, le mouvement de Maïdan ne comprend pas, lui, comment ces régions ne se rattachent pas aux valeurs défendues qu'il juge universelles. La Russie, qui observe attentivement ces mouvements, va jouer des incompréhensions pour encourager financièrement et militairement les régions dites pro-russes. Un basculement important arrive alors en mars 2014 lorsque la Russie débarque en Crimée pour y simuler un référendum. Simulé car les listes électorales sont inexistantes, il n'y a pas d'observateurs extérieurs et les journalistes ukrainiens sont tout bonnement interdits. À l'issue de ce référendum, c'est le rattachement de la Crimée par la Russie. En plus de la Crimée, à cette même période, nous pouvons observer la création de 2 républiques séparatistes autoproclamées, la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk. En quelques semaines, l'Ukraine va alors perdre 7% de son territoire et va rentrer en guerre contre les séparatistes des régions de l'Est soutenus par Moscou. Jusqu'en 2022, la Russie ne va pas reconnaître la participation à cette guerre du Donbass dans les régions de l'Est. Ce n'est que quelques jours avant le déclenchement officiel du conflit armé en février 2022 que Vladimir Poutine va reconnaître officiellement ces républiques séparatistes dans les territoires officiels ukrainiens. Ces territoires dépassent largement la ligne de front et laissent entendre les réelles volontés du président russe. Mais face à un conflit de cette intensité, comment Moscou a justifié ses actions et quels ont été leurs arguments ? Le point officiel de Moscou, c'est qu'ils veulent protéger la population russophone ukrainienne. Dans la réalité, 90% des Ukrainiens sont bilingues. L'autre point, c'est que cette population russophone serait persécutée par l'État ukrainien fasciste et Vladimir Poutine va jusqu'à parler d'un génocide. D'un point de vue peut-être un peu moins officiel, la Russie présente une approche très impérialiste face à ses voisins. Vladimir Poutine estime que la Russie doit exercer une influence et une domination sur son étranger proche. Sur la scène internationale, ce déclenchement de guerre en 2022 a réellement permis une prise de conscience de la situation en place depuis 2014. Le soutien important apporté à l'Ukraine sont en réalité, notamment pour l'Union européenne, un moyen de défendre ses valeurs en plus de la souveraineté de l'Ukraine. À l'heure actuelle, la guerre bat toujours son plein à 2000 km de chez nous, mais également plus loin. Par l'explication de ces combats armés, nous avons voulu retracer l'histoire de conflits marquants, voire traumatisants pour certains d'entre nous. Nous avons également essayé de comprendre comment se justifiaient ces combats militarisés et quelles étaient les conditions favorables à leur avènement. Je vous remercie grandement de m'avoir écouté et si le sujet vous intéresse, je vous invite à retrouver toutes les productions du dernier numéro du webzine Prism sur le site prism.ulb.be. Encore merci et à bientôt.